Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a mis du temps à arriver, mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous m'en voulez pas. En tout cas, j'ai changé un petit peu le cadrage pour vous montrer encore un peu plus mes plans, puisque vraiment ça me tient à cœur, donc voilà, j'espère que vous êtes ravis. Et bref, on se retrouve pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, presque le sujet qui m'a fait ouvrir cette chaîne YouTube, puisqu'il s'agit d'une autrice. Et pas n'importe laquelle, puisque cette autrice nous a offert une magnifique série en France qui vient de se terminer avec ce tome 6, donc La Lanterne de Nyx. Il s'agit donc de Kan Takahama. Mais du coup, qui c'est cette Kan Takahama? C'est une autrice dont on a la chance d'avoir vraiment beaucoup d'œuvres publiées en France, que ce soit à travers des œuvres collaboratives comme l'ouvrage Japon, ou à travers des recueils d'histoires comme L'eau amère ou Kinderbook, ou encore avec des séries plus longues comme je disais plus tôt avec La Lanterne de Nyx, ou avec son adaptation du roman L'Amant. Enfin voilà, c'est vraiment une autrice qui est pas mal représentée en France, et je pense que c'est aussi parce que par rapport à nos habitudes en tant que français et voilà, lecteurs peut-être de franco-belge, on n'est pas trop déstabilisé avec ce qu'elle fait. En même temps, elle adopte des sujets assez matures. Enfin, c'est vraiment le truc qui peut, je pense, plaire à un grand public. Et du coup, je pense que c'est une des raisons qui fait que beaucoup d'éditeurs se lancent dans la publication de son travail. Et moi, je trouve que personnellement, elle n'est pas assez lue, pas assez mise en avant. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous parler de cette petite valeur sûre qu'est Kan Takahama. Donc comme j'ai pu vous le dire précédemment, Kan Takahama est énormément publiée en France. Je ne vais donc pas vous parler de toutes ses œuvres, simplement de celles que j'ai lues, même si je pense qu'avec ce que j'ai pu lire, à savoir des one-shots, des séries un peu plus longues, enfin voilà, j'ai touché un petit peu à tout, donc je pense que j'ai un avis un petit peu objectif, ou du moins j'essaye. Donc j'espère que voilà, ça vous intéressera. Donc on va débuter avec la série qui m'a fait connaître l'autrice, donc La Lanterne de Nyx, qui est donc sa série en 6 volumes, publiée chez Glénat. Et donc c'est une série qui nous parle de Mio, une orpheline à la base, qui va être employée dans une boutique d'import-export du Japon vers l'étranger, notamment l'Europe. Et ce qui va se passer, c'est que donc on est à la période où le Japon s'ouvre sur le monde, et elle va rencontrer tout un tas de personnes, des employés de l'entreprise dans laquelle elle travaille. Elle va toucher un petit peu à tout, et cette histoire va l'emmener aux quatre coins du monde presque. Et donc cette jeune fille un petit peu renfermée, un peu timide, va être complètement bouleversée dans son quotidien, et elle va découvrir des tas de choses, s'ouvrir au monde, réfléchir, changer son point de vue. Enfin voilà, c'est vraiment très très riche, puisque grâce aux différents personnages et aux différents lieux qu'elle traverse, on touche un petit peu à tout. Personnellement, j'aime beaucoup les récits historiques. Je trouve que c'est à la fois merveilleux, puisque ça touche à une réalité qu'on ne connaît pas, et en même temps ça touche à une réalité qu'on pourrait connaître, puisque c'est du concret, on n'est pas dans un univers merveilleux. Et du coup j'ai vraiment accroché à cette série, j'ai vraiment adoré découvrir les aventures de Mio, qui est vraiment un personnage qui évolue énormément, qui se remet en question, et notamment j'ai trouvé qu'il y avait un élément fantastique, je vous en parle pas, mais en gros Mio a un don à un moment de l'histoire, et le traitement et l'évolution de cet élément fantastique va être juste hyper bien réalisé, et va permettre d'approfondir vraiment la psychologie du personnage. Et du coup je trouve que l'écriture de Mio et des personnages qui gravitent autour d'elle est vraiment superbement réalisée. Enfin voilà, juste un gros coup de cœur. Là j'ai viens de lire le tome 6 et je peux vous dire que j'ai pas été déçue par la fin. Vraiment juste 6 volumes, mais 6 excellents volumes. J'ai adoré voyager avec cette jeune femme et découvrir son époque. On enchaîne avec ma lecture la plus récente de cette autrice, puisqu'il s'agit de L'eau amère, qui est donc un recueil d'histoires. On y découvre différentes aventures, différentes souvent histoires d'amour, ça tourne beaucoup autour de ça, mais on n'est pas sur une romance idéale, on n'est pas sur des personnages fantastiques, incroyables, bienveillants, etc. Mais plus sur des histoires d'amour un petit peu du quotidien, des histoires d'amour qui sont un petit peu basses, un petit peu crasses parfois, mais qui ont le mérite d'être souvent très touchantes, qui n'ont pas la perfection de ces histoires de contes de fées, mais qui vraiment sont très intéressantes. Personnellement, il y a des histoires que j'ai plus ou moins aimées, mais j'ai été ravie de découvrir du coup l'autrice dans un univers qui est assez différent de ce que j'ai pu lire, puisque globalement j'ai lu principalement des histoires historiques,
et l'OMR se passe dans une réalité actuelle, en fait ça pourrait se passer en 2021. Mais du coup voilà, ça a été une bonne lecture, ce sera pas mon coup de cœur absolu puisque bon voilà c'est un petit recueil d'histoires et encore une fois comme je vous disais j'ai un faible pour les trucs historiques donc je préfère les autres, mais ça reste une bonne porte d'entrée. Enfin voilà, si vous avez envie de voir un petit peu son style, on retrouve de nombreux éléments qui sont propres à son travail et du coup bah, si vous avez envie de tenter l'expérience, pourquoi pas. Du coup, on enchaîne avec ces one-shots. Il s'agit de Tokyo Amour et Liberté. Je ne l'ai pas avec moi, donc je vous mettrai une petite image ici. Donc, qu'est-ce qui s'y passe dans ce récit? On se place juste avant la Seconde Guerre mondiale. Il y a une espèce de vent frais, un espèce de petit vent de liberté et d'insouciance qui souffle sur Tokyo, notamment dans son quartier des plaisirs. Et on y suit deux personnages, deux amis qui se lancent dans la création d'une revue érotique. Et du coup cette revue érotique va les mener dans différentes situations toutes plus cocasses les unes les autres. Ils vont faire des rencontres parfois plus profondes que ce qu'on pourrait s'imaginer et parfois juste des rencontres un petit peu plus farfelues. Du coup ça va nous mettre dans tout plein de situations. On va découvrir un Tokyo qu'on n'imagine pas forcément parce qu'on a souvent je pense l'image du Japon qui est très carré, parfois peut-être un petit peu froid, mais là on touche à quelque chose d'un peu plus tabou et on retrouve vraiment Ken Takahama dans toute sa splendeur à travers ce petit one-shot qui personnellement m'a beaucoup plu. J'ai été un petit peu, pas déçue, mais j'ai été un petit peu mitigée sur l'ouverture finale, mais sinon j'ai adoré ce récit que j'ai dévoré et qui m'a plongée dans un Tokyo que je ne connaissais pas. On enchaîne avec un autre one-shot que j'ai beaucoup aimé et qui je trouve fonctionne bien en complémentarité avec Tokyo Amour et Liberté dont je viens de vous parler. Il s'agit du manga Le Dernier Envol du Papillon qui est un manga où on suit donc cette jeune femme qui est courtisane et sans rentrer dans les détails parce que très vite on serait sur du spoil, est assez mystérieuse et on comprend très rapidement que voilà, il y a quelque chose derrière elle et derrière son passé qui va nous emmener bien plus loin que l'image peut-être un petit peu superficielle qu'on peut avoir d'elle au début. Pourquoi je le rattache à Tokyo Amour et Liberté? Et bien tout simplement parce que il fonctionne un petit peu en miroir. Dans celui-ci, on a une femme qui est travailleuse du sexe. Et dans Tokyo Amour et Liberté, on a deux hommes qui ont une revue érotique. Du coup, c'est vrai qu'on a deux faces un petit peu différentes. Ici, ça se passe à Nagasaki, là-bas, ça se passe à Tokyo. Enfin, voilà, c'est des récits qui sont assez proches. Il y a un côté historique, il y a le sexe qui est quand même au centre des deux récits. Et qui pourtant, voilà, Tokyo Amour et Liberté, ça paraît très frivole au début et ça se révèle plus profond. Et ici, c'est un peu plus touchant, peut-être un petit peu plus classique que l'autre. Mais voilà, je pense que la lecture des deux ensemble fonctionne bien. Et même si c'est des histoires qui n'ont aucun lien entre elles, je trouve que voilà, c'est deux récits qui sont assez proches et que j'ai personnellement beaucoup aimé. Un des éléments récurrents du travail de Ken Takahama, c'est son jeu avec la temporalité, avec le déroulement du temps. Que ce soit avec des séries comme La Lanterne de Nyx ou les deux one-shots que j'ai pu vous présenter qui se passent tous dans un contexte historique un petit peu différent qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou encore avec des récits enchâssés, toujours dans La Lanterne de Nyx et dans Tokyo Amour et Liberté, on y suit donc une histoire qui nous est racontée et on a un personnage qu'on comprend qu'il y a une autre époque qui nous raconte cette histoire. Du coup, il y a tout un jeu avec du coup différentes époques qui imbriquent une même histoire et qui nous permettent d'aller plus loin dans la compréhension de l'histoire, dans la psychologie des personnages, et c'est ce qui permet de faire avancer et souvent de faire un twist final qu'on ne voyait pas forcément venir. On a aussi un jeu sur la temporalité, par exemple dans L'eau amère, où on a par exemple des histoires d'amour avec un écart d'âge. Il est vraiment question d'époques différentes, de modes de vie un petit peu différents et de ce décalage qui est créé. Et du coup on retrouve vraiment cette idée de ligne du temps un petit peu déformée avec lequel elle joue et qu'elle utilise sans cesse pour ses récits. Ensuite, vous n'avez pas pu passer à côté, vu les thématiques de certains de ces deux one-shots, mais la sexualité est clairement un des éléments récurrents de son travail. On retrouve beaucoup de scènes de sexe, des scènes de sexe qui sont
majoritairement hétérosexuel, je crois pas avoir vu d'autres de ces scènes, et c'est une sexualité qui est assez différente de ce qu'on peut voir. On a un côté très terre à terre, très proche du réel, presque naturaliste en fait. C'est des relations charnelles qui n'ont rien de ce qu'on pourrait voir dans un shoujo avec des petites paillettes qui nous laissent suggérer et en tournant la page, hop, on devine qu'il s'est passé quelque chose. Mais non, pas du tout. Là, on rentre vraiment dans le détail, sans être vraiment cru ou violent. Hein. On n'est pas du tout là-dedans, mais c'est quelque chose d'assez net. On a souvent des personnages féminins du coup qui se réapproprient un petit peu leur corps, puisque tout simplement il y a une sexualité féminine qui est mise en avant. Tout ne tourne pas autour de l'homme et de son sexe. Enfin, voilà, c'est tout un rapport à la sexualité qui est développé dans son œuvre, comme je vous disais, notamment avec ces deux one-shots où c'est vraiment très présent. Dans son recueil d'histoires courtes, on a pareil de nombreuses scènes de sexe avec vraiment des plans très explicites quoi. Vraiment on est sur un récit mature quoi. On rentre pas dans quelque chose qui se veut érotique ou quoi que ce soit, mais juste ça fait complètement partie de son histoire et de ce qu'elle a envie de raconter. Dans La Lanterne de Nyx, la sexualité est pas aussi explicite. Je pense que c'est un récit qui se veut un petit peu plus qui peut toucher différents publics, mais clairement il y a quelque chose de sous-jacent, notamment à travers un personnage féminin qui questionne pas mal cela. Et donc voilà, on retrouve la sexualité, une sexualité très souvent féminine, une sexualité hétérosexuelle qui est très développée, très représentée, très crue, et qui apporte un peu de profondeur, de réalisme et de maturité au récit qu'elle souhaite développer. Enfin, j'ai envie de vous parler d'un des éléments qui est, ma foi, très intéressant et important dans son œuvre. Il s'agit de son style graphique. Kan Takahama, on n'a qu'à feuilleter 2 pages et on sait qu'on est en train de lire une de ses œuvres. On n'est clairement pas sur un style tout à fait basique, puisqu'elle a une certaine rondeur, une certaine douceur dans son trait, qui accompagne bien par exemple les courbes féminines, les visages ronds de la petite Mio dans La Lanterne de Nyx. C'est vraiment un trait tout en souplesse, par exemple en totale opposition d'auteurs comme par exemple Tsutomu Takahashi qui ont plein d'angles, des traits, un côté crayonné, un côté brut. Ici on est vraiment sur cet arrondi, sur cette souplesse, et en même temps il y a tout un jeu de contraste avec le noir très profond qu'elle utilise pour ses pages. Toutes les marges sont noires, il y a vraiment un côté très sombre dans ses ouvrages quand on les feuillette, puisque vraiment le contour est complètement noir. Enfin, je crois que dans La Lanterne de Nyx c'est pas le cas, mais dans tous ces one-shots et dans L'eau amère c'est le cas. Et du coup il y a tout ce jeu de contraste, ce noir qui vient appuyer un petit peu la maturité du propos, le côté très cru. D'ailleurs c'est intéressant de remarquer que La Lanterne de Nyx n'a pas ces marges noires et que c'est son récit qui, je trouve, est un peu plus tout public que les autres. Et donc voilà, il y a tout un jeu de contraste entre ce noir très profond et cette rondeur dans le trait que je trouve très chouette et qui accompagne bien ce côté à la fois touchant, doux, et à la fois très cru, direct, sans tabou. Voilà, on a fait le tour de toutes les œuvres que j'ai pu lire de Kan Takahama. J'espère en découvrir encore plein d'autres parce que vraiment, comme je vous l'ai dit, il y a le choix. Mais c'est vraiment une autrice qui, je pense, est une valeur sûre. C'est-à-dire que ses œuvres ne payent pas de mine, mais j'ai jamais été déçue par son travail. Enfin, L'eau amère, ça a été mon truc un petit peu... que j'aime un petit peu moins, mais enfin, globalement j'ai tout aimé et je trouve que tout est intéressant, tout a un sens, et voilà, j'apprécie vraiment son travail. Donc j'espère que ça vous donnera envie de la découvrir et de vous plonger dans son œuvre qui est très intéressante. Et juste avant de terminer, j'aimerais quand même vous remercier puisque ma vidéo sur le shoujo, donc juste celle que j'ai faite avant, a dépassé les 700 vues. Genre ça me paraît complètement délirant puisque c'est pratiquement le double de ce que je fais d'habitude. Et du coup tout ça m'a ramené pas mal d'abonnés puisque maintenant on est 300 sur la chaîne et ça me paraît ouf en fait parce que ça fait pas si longtemps que j'ai ma chaîne, et donc je suis vraiment hyper reconnaissante, hyper ravie, et voilà, donc merci, et j'espère que du coup ce que je vais continuer de faire vous plaira, et sur ce je vous laisse. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu du Kan Takahama, si vous aimez le nouveau cadrage, si vous avez envie de vous plonger dans son travail, ou juste, je sais pas, si vous avez quelque chose à dire, parce que ça me fait vraiment hyper plaisir de vous lire. Et sur ce, à bientôt!